La Coupe d'Afrique des Nations commence rarement comme on l'imagine. Sur le papier, elle débute avec des hymnes, des stades pleins, des ambitions intactes, des promesses de spectacle. Mais dans la réalité du terrain africain, la CAN commence presque toujours par un rappel brutal, un rappel physique, un rappel mental, un rappel cruel. Dès les premiers matchs, elle impose sa loi. Et cette loi est simple, ici rien n'est acquis, surtout pas la continuité. La CAN n'est pas un tournoi d'installation. Ce n'est pas une compétition où l'on monte en puissance tranquillement, match après match, en ajustant calmement les réglages. La CAN est un tournoi d'usure immédiate, un tournoi où chaque minute compte, où chaque duel pèse, où chaque contact peut devenir une fracture physique ou symbolique. C'est ce qui la distingue fondamentalement des autres grandes compétitions internationales. La Coupe du Monde laisse parfois le temps de respirer, l'Euro offre des marges d'erreur. La CAN, elle, frappe tôt, très tôt. Dès la phase de groupe, elle teste les corps, mais surtout elle teste les structures, car une blessure à la CAN n'est jamais seulement médicale. Elle est presque toujours stratégique, parfois politique, souvent émotionnelle, et cette édition 2025 n'a pas dérogé à la règle. Au contraire, elle l'a confirmé avec une violence presque pédagogique, car très tôt, deux images se sont imposées, deux scènes lourdes de sens, deux cadres majeurs touchés dès l'entrée en lice. Deux leaders contraints de regarder la suite du tournoi avec incertitude, voire depuis l'extérieur. D'un côté, le Maroc, pays hôte, favori assumé, équipe attendue. Et surtout, une sélection construite autour d'une ossature expérimentée patiemment façonnée depuis plusieurs cycles. De l'autre, le Gabon, nation moins exposée médiatiquement mais dont le projet repose depuis plus d'une décennie sur une figure centrale, un joueur symbole, un capitaine, un visage. Dans les deux cas, la blessure ne touche pas un joueur lambda, elle frappe un pilier, un point d'ancrage, un repère collectif. Et c'est précisément là que la différence apparaît entre une absence ponctuelle et un déséquilibre structurel. Une absence ponctuelle, c'est un ailier qui manque un match, un latéral remplacé par un profil équivalent, un ajustement presque mécanique, un déséquilibre structurel, en revanche, touche le cœur du système. Il modifie les relations sur le terrain, il déplace les responsabilités, il fragilise les automatismes. Et surtout, il altère la confiance collective. À la CAN, cette distinction est capitale. Parce que le tournoi est court, parce que les groupes ne pardonnent pas, parce que la pression populaire est immédiate, constante, parfois écrasante. Un joueur blessé lors d'un premier match n'est pas seulement un joueur indisponible, il devient un point d'interrogation permanent. Va-t-il revenir? À quel niveau? À quel moment? Et surtout, qui parle à sa place pendant ce temps-là, c'est dans ce contexte que la blessure de Romain Saïs prend une dimension bien supérieure à celle d'un simple problème défensif. Au Maroc, Romain Saïs n'est pas seulement un défenseur central, il est un repère, un stabilisateur, un point de convergence entre le terrain et le banc. Dans le dispositif marocain, Saïs occupe une fonction stratégique. Il organise la ligne, il choisit quand monter, quand reculer, quand temporiser. Il lit les temps faibles avant qu'ils ne deviennent des dangers, mais son rôle dépasse largement la dimension tactique. Saïs est aussi un relais direct du sélectionneur. Un prolongement du discours de Walid Regragui sur la pelouse, celui qui transmet les consignes mais surtout les intentions, celui qui recadre quand le match s'emballe, celui qui rassure quand la pression monte. Et dans une CAN disputée à domicile, cette fonction prend une valeur encore plus lourde. Car jouer chez soi ne signifie pas seulement bénéficier du soutien du public. Cela signifie aussi absorber ses attentes, ses exigences, son impatience. Lorsque Saïs entre sur le terrain, le groupe sait à quoi se raccrocher. Il incarne une forme de continuité, une mémoire des grands rendez-vous. Une expérience accumulée dans les moments où l'erreur coûte cher. Sa sortie prématurée lors du match d'ouverture du Maroc a donc agi comme un choc silencieux. Un choc qui ne s'est pas immédiatement traduit au score, mais qui a envoyé un signal très clair à l'ensemble du groupe. Les images parlent d'elles-mêmes, la blessure, le temps au sol, les soins, puis les larmes. À ce moment précis, c'est pas seulement un joueur qui quitte la pelouse, c'est une partie de la structure émotionnelle de l'équipe qui vacille. Les larmes de Saïs ne sont pas anodines. Elles racontent l'effort consenti pour être prêt, la frustration de voir le corps lâché, la conscience aiguë de ce que représente une CAN à domicile. Pour les plus jeunes joueurs, cette scène agit comme un rappel brutal. La CAN ne fait pas de cadeaux,
même aux plus expérimentés, même aux leaders. La réaction du staff a été mesurée, contrôlée, rassurante en apparence. Walid Regragui a parlé de prudence, de gestion du risque, de volonté de ne pas forcer. La convocation de Youssef Bellamari illustre cette approche. Un choix réfléchi, un profil connu, une solution interne cohérente avec la philosophie du groupe. Mais ici, l'analyse qu'analyse impose une nuance essentielle. Remplacer un joueur n'est pas remplacer un leader. Bellamari peut occuper un poste. Il peut exécuter des consignes. Il peut apporter de la fraîcheur, mais il ne peut pas, en quelques jours, incarner le poids symbolique de Saïs. Ni son autorité naturelle, ni sa capacité à calmer le jeu quand le stade s'enflamme. Ni son rôle de point d'équilibre dans les moments de flottement. Dans une CAN à domicile, cette différence est déterminante, car l'expérience ne se transmet pas à la hâte, elle se vit, elle s'accumule, elle s'impose naturellement. La question centrale devient alors inévitable. Le Maroc peut-il rester aussi solide sans son taulier défensif? Sur le plan purement technique, la réponse pourrait être oui. La profondeur d'effectifs existe. Les profils sont de qualité, le collectif est bien travaillé, mais sur le plan mental et symbolique, l'équation est plus complexe. La CAN n'est pas seulement un tournoi de qualité, c'est un tournoi de nerfs, un tournoi de gestion émotionnelle, un tournoi où la stabilité défensive commence par la stabilité mentale, et lorsqu'un pilier comme Saïs tombe, c'est tout l'édifice qui doit prouver sa résilience. Car à la CAN, la hiérarchie ne disparaît jamais sans conséquence. Elle se transforme, elle se déplace, parfois elle se fragilise. Et c'est précisément là que ce tournoi révèle sa nature profonde. Quand un leader tombe, c'est pas seulement un joueur qui sort, c'est une hiérarchie qui vacille. Et pendant que le Maroc s'interroge sur sa capacité à absorber ce coup dur, un autre scénario se dessine ailleurs, au Gabon, où l'histoire est différente, mais tout aussi lourde de conséquences. Car si le Maroc perd un pilier défensif en cours de route, le Gabon, lui, commence la compétition sans son principal moteur offensif. Et cela change tout. Du côté du Gabon, l'histoire est différente dans sa forme, mais comparable dans son poids, car ici, le pilier ne tombe pas en plein match. Il manque dès le départ. Pierre-Emerick Aubameyang n'est pas forfait après une montée en régime et il est absent dès l'entrée en scène. Et dans une CAN, cette nuance change tout. Au Gabon, Aubameyang n'est pas seulement un attaquant, il est une époque, un repère générationnel, un fil conducteur entre plusieurs cycles. Depuis plus d'une décennie, les Panthères se construisent autour de lui, autour de ses appels, de sa vitesse, de sa capacité à transformer une demi-occasion en but, mais surtout autour de ce qu'il représente. Aubameyang, c'est le meilleur buteur de l'histoire récente du Gabon, c'est le capitaine naturel, c'est le visage le plus reconnu du football gabonais sur la scène continentale et internationale. Dans une sélection où les profils expérimentés sont rares, où la marge d'erreur est faible, où chaque détail compte, son rôle dépasse largement la ligne offensive, il rassure, il attire l'attention, il oblige l'adversaire à se positionner autrement. Lorsqu'Aubameyang est sur la feuille de match, les défenses reculent instinctivement, les blocs hésitent, les latéraux n'osent pas monter avec la même liberté. Même lorsqu'il ne marque pas, il fixe, il étire, il crée des espaces pour les autres. Son absence, elle, produit l'effet inverse, elle libère l'adversaire, elle resserre les lignes, elle rend chaque attaque gabonaise plus prévisible. La blessure contractée en club a donc une portée bien plus large qu'une simple indisponibilité physique. Elle intervient à un moment critique, à la veille d'une CAN, dans un groupe particulièrement relevé, car le contexte ne pardonne pas. Le Gabon entre dans la compétition face au Cameroun, une équipe athlétique, expérimentée, habituée aux joutes à haute intensité. Sans Aubameyang, le premier match change de nature. Il ne s'agit plus seulement de bien entrer dans le tournoi, il s'agit de survivre. Le staff médical parle de prudence, de course contre la montre, de reprise progressive. Les communiqués se veulent rassurants, les tests montrent une évolution favorable, mais la réalité du terrain reste implacable.
À la CAN, on ne joue pas avec des hypothèses, on joue avec ce que l'on a à l'instant T, même présent au bord du terrain, même intégré au groupe. Aubameyang, absent du 11 de départ, laisse un vide fonctionnel. Le Gabon perd son point de fixation principal, il perd son leader offensif, il perd celui qui, dans les moments de doute, peut changer la physionomie d'un match sur une action isolée. Mais ce que le Gabon perd est aussi moins visible, moins quantifiable, plus profond. Il perd une présence dans le vestiaire, une voix respectée, un regard capable de calmer les esprits avant l'entrée sur le terrain. À la CAN, le vestiaire est un espace stratégique. C'est là que se jouent les équilibres émotionnels, c'est là que se gèrent les frustrations, c'est là que se construit la croyance collective. Un capitaine absent, même temporairement, crée une zone de flottement. Qui parle? Qui décide? Qui prend la responsabilité quand le plan initial ne fonctionne plus? Certains joueurs peuvent compenser techniquement, d'autres peuvent redoubler d'efforts. Mais compenser une figure tutélaire est une autre affaire. C'est ici que la lecture canalise devient essentielle. À la CAN, certains joueurs pèsent même absents. Ils influencent les choix adverses, ils modifient les plans de jeu, ils structurent l'identité collective, parfois plus par leur simple existence que par leurs statistiques. Aubameyang appartient à cette catégorie, comme Saïs pour le Maroc, comme quelques rares leaders continentaux. Et ces deux situations mises en parallèle posent une question centrale: jusqu'où une équipe peut-elle aller quand son pilier vacille? C'est une question qui dépasse le cas du Maroc ou du Gabon, elle touche à l'essence même de la Coupe d'Afrique des Nations, car la CAN n'est pas seulement une compétition de talent, c'est une compétition de résistance, une compétition de gestion des corps, une compétition de survie collective. Comparer les deux situations permet d'éclairer cette réalité. Le Maroc dispose d'une profondeur d'effectifs importante, d'un banc fourni, d'un encadrement structuré, mais il évolue sous une pression maximale. Jouer à domicile amplifie tout, les attentes, les critiques. La moindre erreur devient un sujet national. Sans Saïs, le Maroc doit prouver que sa maturité collective est réelle, que son projet ne repose pas uniquement sur quelques cadres, que l'ossature est suffisamment solide pour absorber un choc majeur. Le Gabon, à l'inverse, dispose de moins de marge, son projet est plus dépendant, son équilibre plus fragile. Sans Aubameyang, chaque match devient un exercice d'adaptation. Chaque occasion manquée pèse double. Chaque temps faible devient plus long. Dans les deux cas, l'effet domino est inévitable. Les entraîneurs ajustent les plans. Les remplaçants se retrouvent sous les projecteurs. La pression se déplace. Un défenseur hésite à sortir. Un milieu recule de quelques mètres. Un attaquant force une frappe qu'il n'aurait pas tentée autrement. À la CAN, ces micro-décisions font basculer les matchs. Elles transforment un nul maîtrisé en défaite frustrante. Elles changent une qualification tranquille en parcours sous tension. C'est pourquoi l'enseignement canalisé est clair. Les grandes CAN se jouent rarement uniquement sur le talent brut. Elles se jouent sur la solidité physique, sur la gestion de l'effectif, sur la capacité à absorber les coups du sort sans perdre son identité. Les équipes qui vont loin sont souvent celles qui savent gagner sans leur star, ou à défaut celles qui savent ne pas perdre quand leur pilier manque. Pour le Maroc, cette blessure devient un test de maturité collective, un test de leadership partagé, un test de cohérence défensive. Pour le Gabon, l'absence d'Aubameyang devient un test de survie compétitive, un test de résilience, un test de capacité à exister sans son point d'ancrage historique. Et c'est là toute la cruauté, mais aussi toute la beauté de la CAN. Elle ne couronne pas toujours l'équipe la plus talentueuse, elle ne récompense pas forcément la plus attendue. Elle sacre souvent celle qui résiste le mieux, celle qui tient, celle qui accepte de souffrir sans se désunir. Dans cette édition 2025, les blessures ont déjà rappelé une vérité fondamentale. À la CAN, le destin frappe tôt et il frappe fort. Reste une question ouverte, sincère, essentielle. Selon vous, quelle équipe est la mieux armée pour survivre à ces coups durs? Le Maroc, privé de son taulier défensif, ou le Gabon, amputé de son moteur offensif? La réponse ne se trouvera pas dans les communiqués médicaux. Elle se lira sur le terrain, dans les regards, dans les silences, et dans la capacité de chaque groupe à rester debout quand tout vacille autour de lui. Quand un leader tombe, c'est pas seulement un joueur qui sort, c'est une hiérarchie qui vacille. Et pendant que le Maroc s'interroge sur sa capacité à absorber ce coup dur, un autre scénario se dessine ailleurs, au Gabon.
où l'histoire est différente, mais tout aussi lourde de conséquences. Car si le Maroc perd un pilier défensif en cours de route, le Gabon, lui, commence la compétition sans son principal moteur offensif. Et cela change tout.